Merci de suivre le journal sur A12 Télévision et voici les titres. Séisme en Turquie et en Syrie, des millions de personnes en situation d'urgence humanitaire. Guerre en Ukraine, le patron de l'OTAN appelle à accélérer la production de munitions. Washington dans le viseur de Pékin après avoir abattu des engins volants dans son espace aérien. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition tout en vous souhaitant une joyeuse fête de la Saint-Valentin. L'actualité depuis une semaine, vous le savez, est marquée par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Alors que le nombre de morts se compte désormais par dizaines de milliers, la situation devient catastrophique sur le plan humanitaire. Des millions de personnes sont dans un besoin urgent de relogement et d'assistance. Le point avec la rédaction d'Euronews. Une semaine après les tremblements de terre en Turquie et en Syrie, les opérations de sauvetage se poursuivent sans relâche dans de nombreuses régions. En Turquie, la catastrophe a touché le territoire de 10 provinces. Les dégâts matériels sont estimés à plus de 80 milliards d'euros. Selon le Croissant-Rouge turc, 16 millions de personnes sont touchées. Shelter is the most important one because most of the houses have either collapsed or are not fit for people to move back into. So people are currently living in tents. People need some more wash facilities, like access to toilets, clean running water, because the infrastructure has been damaged severely as well. Selon les Nations Unies, près de 900 000 personnes ont un besoin urgent de nourriture dans les deux pays. En Turquie, d'après le gouvernement, 1 million de personnes vivent sous des tentes. En Syrie, elles seraient plus de 5 millions, alors que les températures la nuit sont négatives. So in the next month, priority would be placing them in safe containers or shelters in the camps that have been made and to continue to provide food and drink. I think we will continue to do this in the next month, but this is something that will continue for at least the next year. En Syrie, l'aide des Nations Unies arrive, mais un seul poste frontière est opérationnel. L'envoyé spécial de l'organisation dans le pays appelle à laisser la politique de côté, alors que les Syriens vivent une catastrophe après l'autre. Et toujours au sujet du tremblement de terre, les secouristes israéliens de l'association Unité Az-Salah ont été évacués de Turquie suite à des menaces concrètes selon le numéro 2 de l'association. Ce sont au total 15 personnes qui ont été sorties des décombres par ces secouristes israéliens après une semaine de fouilles. Les menaces sont qualifiées de concrètes et immédiates. C'est le motif du départ d'United Az-Salah, l'équipe de secours israélienne évacuée de Turquie. Si plus de 500 Israéliens se sont rendus en Turquie pour porter assistance au pays dévasté par le séisme, l'équipe d'United Az-Salah comptait plus de 20 personnes. Ils ont pu quitter le pays grâce au jet privé de la philanthrope Myriam Adelson au vu de la rareté des vols réguliers. Les secouristes opéraient dans le sud de la Turquie, non loin de la frontière avec la Syrie. La direction d'United Az-Salah était consciente des dangers posés opérés dans cette région. Aujourd'hui, le vice-président des opérations du groupe affirme que les informations sont crédibles et que la menace est assez importante pour justifier la fin de la mission. Il déclare également que l'équipe de United Az-Salah a secouru 15 personnes durant son déplacement. Le bilan officiel s'élève à plus de 33 000 morts et devrait augmenter. En Turquie, l'équipe de Tsahal affirme avoir secouru 19 personnes. Une des missions était de retrouver les corps de deux personnalités importantes de la communauté juive d'Antakya. Ces deux représentants ont perdu la vie lors de l'effondrement de leur immeuble. La présence juive à Antakya a débuté il y a 2500 ans. Les trois équipes israéliennes ont pu exceptionnellement travailler pendant Shabbat, recevant l'autorisation express du grand rabbin David Lau. L'équipe médicale de Tsahal et l'équipe Israël restent en Turquie. Israël a déjà été mise en garde contre des complots visant des Israéliens et des Juifs en Turquie. L'été dernier, Israël a demandé à ses ressortissants de quitter Istanbul suite à un complot iranien. Juste avant le tremblement de terre, la police d'Istanbul a arrêté 15 terroristes du groupe État islamique qui comptaient s'en prendre à des synagogues. En Ukraine, la situation urge pour les troupes de Kiev, selon le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Ce lundi, il a appelé les pays membres de l'Alliance à accélérer le rythme de production des munitions, de sorte à équiper l'armée ukrainienne. Regardez. L'Ukraine utilise plus de munitions que les capacités de production des membres de l'OTAN. Ce constat est un défi à la fois militaire et industriel pour Kiev et pour les alliés car les stocks s'épuisent. Le secrétaire général de l'Alliance exhorte donc les pays membres à augmenter leur production. Autrement dit, il demande plus d'investissement. Good afternoon, the Secretary General. For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months.
Orders placed today would only be delivered 2.5 years later. So we need to ramp up production and invest in our production capacity. La question est à l'ordre du jour de la réunion mardi et mercredi à Bruxelles des ministres de la Défense de l'OTAN. Or, le temps presse. Selon le secrétaire général de l'Alliance, l'offensive russe attendue pour le printemps a déjà commencé. I think the reality is that we have seen the start already. Because we've seen what Russia does now, President Putin do now, is to send in thousands of more troops, accepting a very high rate of casualty, taking big losses, but putting pressure on the Ukrainians. And what Russia lacks in quality, they try to compensate in quantity, meaning that the leadership, the logistics, the equipment, the training don't have the same level as the Ukrainian forces, but they have more forces. Lors de la rencontre, les ministres analyseront également la nécessité de fournir davantage d'armes à l'Ukraine. Les alliés essaieront de s'entendre sur la délicate question de l'envoi d'avions de chasse, comme le réclame Kiev. En Hongrie, la pression s'accentue sur le gouvernement du conservateur Viktor Orban. Les ONG à l'échelle européenne se mobilisent pour réclamer à Budapest le retrait des dispositions légales restreignant les droits des LGBT dans le pays. Ensuite, dans cet élément, quelques interventions d'activistes déjà soutenues par la Belgique. It censors pretty much every content on LGBTQI matters in schools, which is very worrying. And also media companies and companies in general, like IKEA or similar companies, give always a second thought to put on an advertisement which has, for example, a rainbow in it, so not even a same-sex couple. The government will have to repeal the law, otherwise they will face financial fines. But on top of that, there is another process ongoing, and it's the funding suspensions. So right now, there's also funding suspended over the fact that this law is ongoing. So actually, our expectation is that Hungary moves to repeal the law. Une nouvelle fusillade meurtrière aux États-Unis. Un assaillant a ouvert le feu dans la soirée de lundi 13 février sur le campus de l'Université d'État du Michigan, faisant au moins 3 morts et 5 blessés, a rapporté la police locale, indiquant que les forces de l'ordre fouillaient les lieux à la recherche du suspect qui aurait agi seul. Regardez. Oh my God. Mouvement de panique ce lundi soir sur le campus de l'Université du Michigan. Il est un peu plus de 20 heures. Oh my God. Des coups de feu ont été tirés dans un bâtiment. La police accourt. La scène n'est que trop familière pour les Américains. Quelques 50 000 jeunes vivent ici sur le campus d'East Lansing, à une centaine de kilomètres de Détroit. Il y a plusieurs blessés, dont certains grièvement transportés à l'hôpital. La police redoute d'autres victimes et appelle la population à se confiner. Nous avons tout de suite lancé l'alerte et conseillé à l'ensemble des habitants du campus de se mettre à l'abri, car le suspect est toujours dans la nature.
Un seul suspect selon les informations des forces de l'ordre. Un homme peau noire, petit de taille, coiffé d'une casquette, veste de jean clair et reconnaissable à ses baskets rouges. Nous venons d'apprendre que le suspect a été localisé à l'extérieur du campus et il semble bien qu'il se soit suicidé. Sa mort est confirmée. L'homme se serait donc donné la mort selon la police. Son identité n'a pas été divulguée. C'est la dernière fusillade meurtrière en date aux États-Unis où le nombre d'armes à feu dépasse celui des habitants. Un adulte sur 3 possède au moins une arme à feu et près d'un adulte sur 2 vit dans un foyer où se trouve au moins une arme. Washington est également dans le viseur de Pékin après avoir abattu des engins volants dans son espace aérien. Et selon le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, depuis l'année dernière, plus de 10 engins américains auraient survolé le territoire chinois. Reportage. Nouveau rebondissement dans la saga des ballons espions. C'est maintenant Pékin qui accuse Washington. Le gouvernement chinois dément avoir espionné les États-Unis, mais il les accuse d'envoyer eux aussi des objets volants sur son territoire. 美方气球非法进入别国领空，也司空见惯。仅去年以来，美方高空气球未经中国相关部门批准，10余次非法飞越中国领空。美方首先要做的，应当是反躬自省，改弦更张。 而不是污蔑抹黑、煽动对抗。 En 10 jours, Washington a détecté 4 engins volants dans son espace aérien sans autorisation. Ils ont tous été abattus. Le premier était un ballon chinois. Pour les États-Unis, il s'agit d'un engin d'espionnage qui a survolé le territoire américain pendant des jours. Et ce dimanche au Caire, en Égypte, le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a appelé la communauté internationale à réagir pour protéger, selon lui, les civils palestiniens. Cet appel a été lancé devant les dirigeants de la Ligue arabe alors que les tensions se multiplient en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé dimanche au Caire le monde à protéger les Palestiniens face à Israël alors qu'on assiste à une escalade de la tension ces dernières semaines. Au moins 43 Palestiniens, 9 civils israéliens et une Ukrainienne ont été tués depuis le début de l'année. Mahmoud Abbas estime qu'Israël a dépassé toutes les lignes rouges. Nous irons à l'ONU et à ses différents organes, notamment le Conseil de sécurité, pour exiger une résolution confirmant la protection de la solution à 2 États. Les mesures unilatérales qui se poursuivent violent la légitimité internationale, telles que les colonies, les démolitions de maisons, les déplacements, les accaparements de terres et les incursions illégales dans la mosquée d'Al-Aqsa. La Ligue arabe est divisée sur la question d'Israël. 3 nouveaux pays arabes l'ont reconnu en 2020, le Maroc, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Au Tchad, 150 éléments de la rébellion des FACT comparaissent depuis ce lundi devant la justice pour leur participation présumée à la mort de l'ex-chef d'État Idriss Déby Itno en avril 2021. Cependant, l'actuel dirigeant de la transition et fils du défunt chef d'État pourrait décider de leur accorder l'amnistie, comme nous l'indique ce reportage. 150 éléments du principal mouvement rebelle au Tchad accusés d'être impliqués dans la mort du président Idriss Déby Itno seront jugés dès ce lundi dans les locaux de la maison d'arrêt de Klessoum à la sortie est de N'Djamena. Ils sont également poursuivis pour terrorisme, enrôlement d'enfants, mercenariat et atteinte à la sûreté de l'État. Cependant, un certain nombre d'entre eux pourraient toutefois être graciés après le jugement, selon le chronogramme de la transition. Le général Mahamat Idriss Déby, qui avait pris le pouvoir au soir de la mort de son père, le 20 avril 2021, avait promis d'accorder une amnistie aux rebelles du FACT après la prolongation de la transition de 2 ans par une commission interne au dialogue de réconciliation nationale. Des pourparlers qui avaient été boycottés par plusieurs partis de l'opposition et de la société civile.
Et direction Lomé au Togo où l'Alliance nationale pour le changement, l'ANC, l'un des principaux partis d'opposition, prépare activement les législatives prévues pour cette année. Et ce dimanche, un meeting a eu lieu dans la banlieue nord de la capitale togolaise. La rédaction d'Africa News nous en propose un compte-rendu. Des centaines de partisans de l'ANC, le parti de l'Alliance nationale pour le changement au Togo, se sont réunis dimanche à Agoénévié au nord de la capitale. Le président national du parti a mobilisé ses militants pour les élections législatives et régionales prévues cette année. Un meeting de mobilisation. Vous avez dû constater que nous avons appelé également à aller s'inscrire sur les listes électorales lorsque le recensement sera lancé. C'est très important. Le président togolais Gnassingbé a annoncé que les élections auraient lieu cette année, mais aucune date n'a été fixée. Les partisans de l'ANC exigent un changement. Nous voulons le changement dans ce pays et l'ANC est un parti politique qui se bat. Le peuple togolais souffre et nous devons nous battre pour sortir le pays de cette situation. Je suis très heureuse car les pouvoirs en place nous ont empêchés à plusieurs reprises de nous réunir. Nous devons nous réveiller car ce pays est mal gouverné. Depuis 2020, les rassemblements politiques de l'opposition ont régulièrement été interdits. Au Cameroun, hier 13 février, c'était jour de fête pour les soutiens et partisans du président Paul Biya. Le chef de l'État qui célébrait ses 90 ans s'est retiré dans son village natal de Mvomeka, à environ 250 km de Yaoundé. Dans l'opinion publique, la question du maintien au pouvoir du successeur d'Amadou Ahidjo divise les Camerounais. La télévision camerounaise ouvrait son journal ce lundi sur les célébrations des 90 ans de Paul Biya. Manifestation en moto-taxi dans la région natale du président. T-shirt aux couleurs du dirigeant, portrait en tête de cortège. Après 40 ans de pouvoir, le soutien est toujours visible. À 90 ans, Paul Biya peut-il continuer à régner? Ses amis ne voient aucune raison de se retirer. Plus vous gagnez en âge, plus vous devenez sage, plus vous devenez expérimenté. Plus vous devenez tolérant, plus la logique s'impose à vous. Dans les constitutions, avez-vous déjà vu un âge maximum? Le plus âgé des dirigeants du continent ne donne que rarement d'indices sur la suite. En juillet, alors qu'il accueillait le président français, une journaliste lui avait posé la question de son prochain mandat. Souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Question qu'il a eu du mal à entendre. Vous ne m'entendez pas. Avant qu'Emmanuel Macron ne lui souffle et que Paul Biya réponde sans beaucoup de clarté. Essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3 et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais aujourd'hui, au Cameroun, le président essuie beaucoup de critiques. Moi, je ne peux pas célébrer avec lui personnellement. Depuis plus de 20 ans, moi, je n'ai pas encore vu quelque chose qu'on a réalisé au Cameroun jusqu'à ça a marché comme normal, comme dans d'autres pays. Il y a toujours des scandales financiers sur tous les marchés publics qu'on lance. Les scandales financiers, comme ceux dénoncés par le journaliste Martinez Zogo, enlevé, torturé et tué il y a quelques jours. Ce journaliste, lui, a survécu à une tentative similaire quelques années auparavant. Il dénonce le climat dangereux du pays. Je pense que s'il aime les Camerounais, qu'il arrange les choses et qu'il s'en aille. Le mal est profond. Lorsqu'on imagine qu'on prend un journaliste devant une gendarmerie et qu'on va l'assassiner. À ce contexte tendu s'ajoute inflation et marasme économique. Pour certains Camerounais, il est donc inconcevable de célébrer une telle longévité. Lusaka Dignette à l'offre de Pékin d'associer les institutions financières internationales aux négociations sur la restructuration de sa dette. La Zambie suffoque sur le poids d'une dette extérieure qui s'élève désormais à 130% de son PIB. Le pays, principalement redevable à la Chine, espère une restructuration avantageuse du paiement de sa dette. Gaïa Côte d'Ivoire a donné samedi dernier à Abidjan, Côte d'Ivoire, une conférence de presse. Objectif se présenter à la presse nationale et vulgariser son projet de construction des logements sociaux économiques en Côte d'Ivoire. Reportage.
Riyad City, c'est le nom de son premier projet en Côte d'Ivoire. Bâti sur 28 hectares en bordure de lagune à Bingerville et Locaté Bellevue, ce sont 144 immeubles R+7, soit un total de 4464 appartements, le plus grand mall de l'Afrique de l'Ouest, des écoles et plus encore, qui sortiront de terre dans 36 mois. Un projet unique en son genre, car en réalité, Riyad City, c'est une mini-ville pensée en termes d'accessibilité, de modernité et de mixité urbaine. On parle aujourd'hui de 144 immeubles, R+7 avec 2 ascenseurs par immeuble, 4 appartements par étage, avec 2 lieux de culte, une mosquée et église, avec 2 groupes scolaires. 2 groupes scolaires infantiles et maternelles, entre 132 et 135 classes par école. La rue qui coupe la cité, c'est une rue 20 mètres, donc 2 voies allées, 2 voies retour. C'est une mini-ville aujourd'hui qui est très bien équipée de toutes les commodités qu'il faut pour vivre une vie très formidable et confort pour un Ivoirien. Face à la presse le samedi dernier, le PDG de Gaïa Côte d'Ivoire, M. Tarek Kadada, n'a pas manqué de rappeler que le projet Riyad City, bien qu'initié, financé et porté par Gaïa Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de logement du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. What I can answer this question that we are not waiting for anybody money to build. We bring our money. But if somebody would like to pay, we will never say no. Il a par ailleurs précisé que l'acquisition des logements de Riyad City est ouverte à tous les Ivoiriens, qu'ils soient en Côte d'Ivoire ou à l'étranger. Pour ce faire, 3 possibilités d'acquisition s'offrent à eux. On a 3 options de paiement. On a la première mode de paiement, le 100% de paiement, avec une remise de 1% et clé à la main pour l'acquéreur, ça va être pendant 24 mois. On a le 50%, le rapport initial que le donne l'acquéreur dans le même jour de le contrat de réservation. Le reste, ça va être mensuel sur 24 mois, clé à la main après. Et puis le dernier mode de paiement, ça va être 36 mois, 25% rapport initial. Le reste, ça va être mensuel sur 36 mois. Voilà, donc on a 3 options et 2 dates de livraison, 2 ans, 3 ans. Revenons sur la polémique du présumé litige foncier sur le site de Riyad City. Le PDG, M. Tarek Kadada, a rassuré les acquéreurs qu'il n'en est rien. L'acquisition du site ayant respecté toutes les procédures d'ordre traditionnelles et administratives, Gaïa Côte d'Ivoire est donc bel et bien propriétaire du site. Pour preuve, un titre foncier et un permis de bâtir lui ont été octroyés par les autorités ivoiriennes. On part dans l'Est de la République démocratique du Congo où s'est déroulée du 10 au 12 février la 9e édition du festival Amané. De façon exceptionnelle, l'événement n'a pas eu lieu à Goma, ce qui n'a pas empêché plus de 25 000 festivaliers de faire le déplacement de Bukavu pour chanter la paix avec des groupes artistiques venus de diverses régions du pays. La musique pour apaiser les cœurs. La 9e édition du festival Amani, qui signifie paix en swahili, s'est achevée à Bukavu, en République démocratique du Congo, dimanche. Fait exceptionnel cette année, l'événement n'a pas eu lieu dans son bastion de Goma, la présence de groupes armés faisant craindre le pire. Pour autant, les artistes n'auraient manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Je sais qu'à travers notre danse, nous avons porté un message de paix qui doit revenir dans le pays. Les chants interprétés parlent aussi de paix et c'est un message fort. Qu'ils soient venus du Burundi, de Belgique, du Rwanda ou de Goma, comme les Power Boys à l'image, les artistes ont captivé le public pendant 3 jours. 25 000 personnes ont joyeusement pris part au festival Amani, selon les organisateurs. Avec le festival Amani, ça va très bien. Nous sommes dans l'humeur du festival. Le peuple meurtri de Goma s'est déplacé en masse pour venir à Bukavu, assister à son festival en fait. C'est dommage que les autorités militaires de Goma se sont dit incapables de sécuriser 30 000 personnes, alors qu'ils sont censés protéger une ville de 10 millions, une province d'à peu près 10 millions d'habitants aujourd'hui. Et la population de Goma s'est déplacée pour Bukavu. Les rebelles du M23 se sont emparés ces derniers mois de pans entiers de territoire dans la province du Nord Kivu. Leur position la plus avancée se trouverait à une vingtaine de kilomètres de Goma. Maintenir le festival malgré un déménagement forcé constituait donc tout un symbole. Ce moment culturel permet aussi de donner des expressions
des jeunes au niveau national, régional, pour dire que c'est trop. À un moment donné, on doit arrêter tout. Et il est hyper important de pouvoir continuer à vivre pour ne pas donner, ne pas donner force et pouvoir à cette situation que nous déplorons. Les habitants de l'Est de la République démocratique du Congo vivent au rythme des incursions meurtrières de groupes rebelles. Les plaidoyers pour la paix et la stabilité dans la région durant le festival Amani ont mis en lumière leur soif de paix. L'événement qui s'est tenu du 9 au 12 février est le plus grand rendez-vous culturel organisé dans l'Est de la RDC. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez sur A12 Télévision et rendez-vous demain pour un autre point d'actualité.